La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée et honorer la justice. Quel meilleur endroit donc que le centre Panthéon commun aux universités d'Assas et de la Sorbonne pour éveiller nos talents à la parole juridique. Ils devront aujourd'hui requérir avec brio, plaider avec passion face à un public prêt à dégainer une condamnation violente ou un acquittement brutal. L'orateur, le procès, c'est parti. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. La semaine dernière, à l'issue de débats houleux, nos coachs ont, non sans peine, dû éliminer 7 orateurs de l'émission. Ils en ont également sauvé 3, qui joueront aujourd'hui au même titre que les autres pour une place en finale. Iliana et Elissa, rejointes sur le fil par Esteban, se disputeront le cœur de Claire Emmanuel et une place en finale. Nathan, Adèle et la valeureuse Garance se battront pour convaincre l'éminente Roxane Best, tandis que Capucine, Baptiste et l'ancien challenger Salif se disputeront la dernière place en finale. À l'heure où nous parlons, il reste donc 9 talents, 3 par équipe, et dans quelques heures, minutes, ils ne seront plus que 3 finalistes choisis par leur coach. Pour convaincre leur mentor de leur offrir un ticket en finale, nos orateurs vont se muer en acteurs judiciaires. Pour chaque équipe, un procès fictif, un avocat général à l'accusation et 2 avocats à la défense. À l'issue de 3 discours, c'est le public qui décidera du sort des accusés, tandis que le sort de nos valeureux orateurs sera à nouveau tranché par leur coach. Ce soir, les avocats généraux pourront requérir ce qu'ils veulent. Du relooking express de Gollum à la cure d'amaigrissement pour Gru, en passant par une interdiction de fréquenter des enfants pour Willy Wonka. Aucune peine ne leur est interdite. Et pourtant, aucun d'entre eux n'envisage ce soir de condamner un accusé à la suppression de sa vie. À quelques mètres de la maison éternelle qui héberge ceux qui ont changé la France, je n'aurais pu lancer cet épisode sans rendre un hommage appuyé à celui qui a su substituer la justice à la vengeance. Cher Robert Badinter, vous avez défié l'opinion en 1977, vous avez vexé la mort en 1981 et vous l'avez trompé jusqu'en 2024. Merci pour tout. Pour ce premier procès, la cour d'assises appelle l'affaire de l'équipe de Claire-Emmanuelle Moreau. Monsieur Gru est accusé d'exploiter des milliers de petits hommes jaunes aux facultés intellectuelles débattues. Ces petits êtres se font appeler mignons. Si, à l'issue d'un interrogatoire, les mignons ont déclaré « Gru, méchant, na, banana », le juge d'instruction a estimé que ces réponses ne démontraient aucun consentement éclairé et a décidé de continuer les investigations. Il a découvert que les mignons et Gru travaillaient sur un délit grave, le vol de la Lune. Par ailleurs, des échanges avec ces petits êtres, avec la mère et le psychologue de Gru, fondent à nouveau ces allégations. Dès lors, M. Gru sera jugé pour traite d'êtres humains et tentative de vol de Lune. M. Wonka, lui, est accusé de faire travailler des petits êtres oranges pour fabriquer les chocolats qu'il revend au prix d'or. Mais aucun de ces petits individus n'a été retrouvé. Cependant, sa chocolaterie semble tourner sans aucun employeur classique. De plus, les voisins exfécontentent chaque nuit une chorale chantée « Oompa Loompa Dom Petit Tout », mais lorsque la police arrive, personne sur place. Quelques bouts de tissu orange, quelques éléments, mais très peu de choses. Cependant, en plus de cette étrange situation, M. Wonka, à l'heure de sa garde à vue, proposait à son officier de police une réduction de 50% sur ses chocolats. Alors que le policier l'a aidé, c'est l'ex de Willy, Sandrine, qui a apporté les faits aux autorités. Celui-ci se défend de toute corruption, expliquant qu'il a simplement donné un chocolat à un policier en hypoglycémie. J'appelle dorénavant Madame l'avocate générale Iliana Haidt-Megra. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l'heure est grave. L'heure est grave car, malgré les valeurs d'égalité, de justice ainsi que d'honnêteté que prône notre société, nous sommes, une fois de plus, confrontés
au travail dissimulé, à la corruption d'agents publics, à l'esclavage et à la traite d'êtres humains. Des épouvantables et abominables fléaux que nous pensions pourtant tous révolus. Non, les termes que j'emploie ne sont pas trop forts. Et si certains veulent baisser les armes, abandonner face à ces atrocités, je considère qu'il est précisément de notre devoir que de continuer d'y remédier. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour condamner irrémédiablement les auteurs de ces monstruosités. Il s'agit de M. Grou et de M. Willy Wonka, dans deux affaires distinctes mais tout aussi abjectes l'une que l'autre. Tout d'abord, le tortionnaire M. Grou qui exploite depuis de multiples années des milliers d'individus. Ces derniers sont assez particuliers puisqu'ils sont très petits, sont jaunes, fluo, et pour beaucoup n'ont qu'un seul œil. Ils sont appelés les mignons et j'aimerais vous lire leur déposition, car je maîtrise leur langue. Ba 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 à la ligne banana. Banana. Terrifiant. C'est grâce à ces mots que nous découvrons le projet de cet homme. Cette infamie qui est confirmée par le témoignage de sa propre mère et de sa psychologue. Il souhaitait prendre nos petits mignons, les lancer sur la Lune pour qu'ils puissent la voler. Et si en France, depuis 1995, on condamne le lancer de nains, j'aimerais aujourd'hui que nous condamnions le lancer de mignons. Maître Coutinho Dias, entre nous sans détour, de vous à moi, en toute intimité, ne trouvez-vous pas que votre client, Monsieur Grou, ressemble étrangement à Monsieur Éric Zemmour? Regardez-moi ce même nez crochu, tordu, pointu, cette même malveillance régnante. Et puis le projet politique est le même. Si l'un veut apparemment reconquérir la France, l'autre souhaite conquérir la Lune. Bah oui, car apparemment, si nous sommes épuisés de la Terre, nous n'avons qu'à nous approprier la Lune. Je vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, de reconnaître le danger que représente Monsieur Grou pour notre société, de le reconnaître coupable d'association de malfaiteurs dans le but de voler la Lune, de travail dissimulé, d'esclavage et de traite d'êtres humains. Si Monsieur Grou est dangereux, je n'oublie pas pour autant Monsieur Willy Wonka. L'heure est de nouveau grave. Monsieur Willy Wonka tient une chocolaterie que vous connaissez probablement, puisqu'il y produit le meilleur chocolat depuis plusieurs décennies. Mais à quel prix? Au prix d'une exploitation, d'un esclavagisme, d'un travail dissimulé, de minuscules êtres oranges. Certes, il est vrai, aucun d'eux n'a été retrouvé. Mais cela ne fait pas disparaître la menace, au contraire, ça l'aggrave au regard des éléments que nous détenons déjà. Tous les soirs, depuis de multiples années, les voisins aux abords de la chocolaterie entendent une chorale dont je vais vous chanter un passage. Oompa, oompa, tout pati, tout, oompa, loompa, pa. Je partage votre inquiétude. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, accrochez-vous. Littéralement, accrochez-vous. Accrochez-vous car ce que je vais vous dire va vous bouleverser, vous chambouler. Monsieur Willy Wonka exploite des Oompa Loompa qui sont des extraterrestres qu'il assujettit grâce à ce chocolat. Face à des situations exceptionnelles, des peines exceptionnelles. C'est pourquoi c'est avec grand courage que vous condamnerez Monsieur Willy Wonka à être pris par la peau des fesses, à être mis dans un bassin rempli de son propre chocolat. Nous allons lui plonger la tête dedans, l'enlever car on veut le traumatiser mais pas le tuer, et il sera enfermé à jamais. Sa chocolaterie sera fermée et plus jamais il ne goûtera un seul chocolat. Merci beaucoup, Madame l'avocate générale, pour ce réquisitoire. J'appelle pour vous répondre Maître Coutinho Dias à la défense de Grou. C'est pas facile d'être moche.
Mais vous le savez bien, vous, Madame la juge, avec ce visage étrangement construit qui fait de vous une entité un peu mystique, mi-Marlène Schiappa, mi-Brigitte Macron, on ne sait pas trop. Vous le savez bien, vous, monsieur le juge, avec cette petite chemise blanche qui camoufle un crâne dégarni et qui surplombe un visage marqué par les erreurs et les rides. Vous le savez bien que c'est pas facile d'être moche. Encore moins facile quand l'on est assis à côté d'eux. Et gens beaux, et gens normaux. Tragiquement, c'est bien vous, Madame la Présidente, qui ce soir en êtes l'archétype. Vous et votre regard qui fait danser mon cœur le flamenco. Vous et votre teint hâlé qui rend mon souffle haletant. Vous et vos tendres lèvres qui me donnent envie de prendre mon courage à deux mains pour enfin vous confesser que si vous n'existez pas déjà, je vous inventerai. Vous êtes belle, vous êtes normale. Monsieur Gros, lui, il est moche. 2 mètres d'un corps un peu étrange, mi-fin, mi-tordu. Un nez aquilin que je ne partage qu'à moitié. Un sourire qui vous donne envie de perdre la vue et ne jamais la retrouver. Un crâne dégarni comme monsieur le juge, mais plus avancé, et qui entraîne fatalement une absence de charme. En bref, il n'est pas beau le garçon. Il n'est pas beau, mais il le sait. Il le sait parce qu'on lui a toujours fait savoir, comme Madame l'avocate générale vient de le faire. Toute sa vie, on l'a pointé du doigt pour cela. Alors, quand on est différent, eh bien on cherche des gens qui nous ressemblent. Car secrètement, on espère bien qu'ils vont nous comprendre, eux. Monsieur Gros, il les a trouvés, eux. Un samedi soir d'avril 2019, sur un rond-point, 3 nains, vêtus d'un gilet jaune, qui étaient là à crier « Macron, Macron, la gasoline rend l'argent !» L'un n'avait plus d'œil. Et vous le savez bien, mesdames, messieurs de la cour, le LBD 40, ça ne rigole pas. Alors, monsieur Gros, il leur donne un nom. Les Mignons. Pas Jérôme Rodriguez, pas Geneviève Le Gay, non. Les Mignons. Madame la Présidente, mesdames, messieurs de la cour, est-ce que vous vous rendez compte ? Là, il n'y a pas besoin de s'appeler Sigmund Freud ou Simon Dimitrakopoulos pour faire une petite analyse psychologique. Toute sa vie, monsieur Gros, il est stigmatisé parce qu'il est laid. Alors, inconsciemment, il se lance dans une quête peine perdue de la beauté. Et lorsqu'il croise les êtres les plus laids de France et de Navarre, sincèrement, regardez-les. Comment est-ce qu'il les appelle ? Les mignons. Les mignons. Sincèrement. Mais le temps passe. Monsieur Gros, il s'associe avec eux, honnêtement, Madame la Présidente, car ils veulent bien travailler, et car ils travaillent bien. Et puis, un jour, sous un temps un peu orageux, Monsieur Gros, il a un éclair de génie. Voler la Lune. Commettre une infraction qu'il est le premier à savoir qu'elle est matériellement irréalisable. Monsieur Gros, il veut tout simplement rêver. Et pourtant, Monsieur Gros, il se retrouve devant vous un mardi soir pour avoir rêvé. Après 8 mois de détention provisoire, sincèrement, vous l'auriez vu à Fleury-Mérogis, ce grand dadais, dans une cellule de 9 mètres carrés avec un proxo et un tueur de chats. C'était pas joli tous les jours quand je venais le voir. Il est seulement victime, si ce n'est la proie d'une chasse aux sorcières à laquelle ça donne notre état de droit. Car oui, c'est bien cela maintenant. Une cocaïnomane du nom de Blanche-Neige se fait condamner, alors on va chercher tous les gens bizarres. Parce que s'ils sont bizarres, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Bien oui, ils sont bizarres. Alors on met Monsieur Gros en examen. Mais sur quels indices graves et concordants, mesdames, messieurs de la cour ? Un interrogatoire avec 3 nains intellectuellement limités ? Sincèrement ? C'est cela qui est suffisant maintenant pour détourner notre loi pénale et faire trancher les ailes d'un rêveur innocent ? Ce soir, la pièce qui joue devant nos yeux, elle est lunaire, mais bien claire. L'indifférence de la justice face à la différence des autres. Mais ce soir, mesdames, messieurs de la cour, vous y mettrez fin. Parce qu'on a le droit d'être différent des autres.
Parce qu'on a le droit de ne pas souffrir d'être soi-même. Parce que rêver n'est pas un crime. Vous acquitterez. Maître Coutinho-Dias, quelle plaidoirie, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous signaler, parce que je sens qu'elle vous envoûte beaucoup et que c'est elle que vous devez convaincre. Mais elle n'est pas présidente de cette cour d'assises. Je suis président. C'est pas seulement les hommes, monsieur. Non mais... Tu as gagné 10 points. Pour conclure ce procès fictif, pour défendre cette fois-ci plus cet homme jaune un peu étrange, mais pour défendre Monsieur Ronca, j'appelle son avocate, Maître Elissa Barbeau. Le monde est un centre commercial géant, où absolument tout s'achète et se revend. Le monde est un marché où nous sommes à la fois produits et consommateurs. Consommateurs par besoin, par plaisir, par pulsion, produits par ego, par désir, par ambition. L'homme que j'ai l'honneur de défendre aujourd'hui est passionné, excellent dans ce qu'il sait faire de mieux, rendre les gens heureux en une bouchée. Et c'est d'ailleurs cela qu'on lui reproche aujourd'hui, exceller. Parce que beaucoup n'acceptent pas sa réussite, on s'efforce de le déshumaniser, de peindre un portrait de lui calculateur et odieux. Mais mon client n'est pas celui que Madame l'avocate générale s'est efforcée de vous présenter. Et puis, je tiens à souligner que d'ailleurs, le pire traitement qu'un homme puisse infliger à un autre, Madame, c'est de le nier en tant que personne. C'est de lui retirer sa personnalité. Alors, félicitations, Madame l'avocate générale, parce qu'avant même de l'avoir fait condamner, vous avez déjà tenté de lui ôter ce qu'il a de plus cher, son humanité. Parce que oui, je n'ai pas peur d'affirmer que Monsieur Willy Wonka, ce qu'il a de plus précieux, ce n'est pas son entreprise, ce n'est pas son argent, mais sa capacité à aimer, à aider et à donner. Je vous l'accorde, Monsieur Willy Wonka fait partie d'une certaine élite commerciale, mais c'est avant tout un homme bon. Intègre et futuriste, il s'est notamment orienté très tôt vers une entreprise éthique et inclusive. Et contrairement à ce que vous avancez, Madame l'avocate générale, oui, il y a des employés. Plein de compassion et de bonnes intentions, il prône la diversité dans le monde du travail en embauchant des individus habituellement délaissés, souvent moqués et ignorés. Les nains. Non, ce ne sont pas des extraterrestres, vous pouvez dire le mot, ce sont des nains. L'anecdote qui suscita cet élan chez Monsieur Wonka est particulièrement touchante. Alors qu'il s'était engagé afin d'effectuer des distributions de chocolat nécessaires à des personnes dans le besoin, il rencontra un nain Oompa Loompayan qui l'intrigua fortement parce qu'à la vue du cacao, cet homme s'est mis à s'exciter et à chanter comme s'il revivait. Alors Willy Wonka, de bon cœur, lui proposa un emploi en échange d'une ration de chocolat quotidienne. Voyez-vous donc, les accusations qui pèsent sur Willy me sidèrent. Comment cet homme sauveur de ceux qui ont subi l'horreur d'une vie sans cacao pourrait devenir un dictateur sans cœur? Madame l'avocate générale a décidé de faire de sa perception sa réalité en déformant les faits. Maître Bonan, un grand homme, conseillait de chercher le doute, parce que à l'origine est le doute et le prolongement du doute et la pensée. Au bout de la certitude, il n'y a que l'atonie de nos jours et le deuil de nos intelligences. Alors, mesdames et messieurs de la cour, évitez d'enterrer votre intelligence aujourd'hui. Doutez de ce que vous pensez savoir. Doutez de la culpabilité de Monsieur Wonka. Doutez, afin de faire le bon choix et d'acquitter mon client des accusations qui pèsent sur lui. Je vais demander à l'accusation et à la défense de se lever. Après un vote à la réalisation absolument pas douteuse, le jury s'est prononcé. Monsieur Groux est acquitté. Quant à Monsieur Willy Wonka, le jury a décidé de le condamner.
La cour appelle maintenant l'affaire numéro 2, plaidée par l'équipe de Roxane Best. Terreur sur la France post-MeToo. Des hommes accusés sur Twitter d'avoir tenu des propos sexistes sont retrouvés morts dans de mystérieuses circonstances. Tantôt écrasés par une édition XXL du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, tantôt avec des tympans transpercés après l'écoute du dernier album d'Angers, tous ces décès, d'abord perçus comme des simples accidents, ont été confiés à une brigade de crimes extraordinaire. Au terme d'une longue enquête, l'équipe a découvert que ces crimes ont tous été commis par un mystérieux personnage du nom de Light Yagamet. En effet, lors d'une émission de télé, une enquêtrice, Thaïs Destorchon, a réussi à le piéger en montrant les propos sexistes d'un individu dont il était le seul à connaître le nom. Bilan, cet individu a été retrouvé mort, écrasé par Gérard Depardieu. Le parquet décide donc de poursuivre M. Yagamet du chef de meurtre avec préméditation. Le Death Note a été retrouvé dans la chambre étudiante de Yagamet et il reconnaît même avoir écrit un article intitulé « Faut-il tuer Patrick Sébastien ?» L'enquête nous révèle aussi l'existence d'une deuxième prévenue, Ryuket, déesse de la mort selon elle. Un témoin oculaire l'aurait vu remettre le carnet à un autre individu. Identifiée comme un gourou radical, elle aurait projeté la diminution de la part des mâles blancs de la moitié avant 2050. J'appelle, pour commencer ce procès, Madame l'avocate générale, Garance Paolini. Souvenez-vous de votre pire cauchemar. Des démons, des vampires, la poupée Chucky qui en pleine nuit sort de votre armoire et vous tranche la poire. Vous suffoquez, vous vous réveillez, vous riez. Comment ai-je pu croire cela? Ce n'est pas rationnel, ça n'arrive que dans les films d'horreur, ce n'est pas réel, c'est juste pour faire peur. La peur. La peur est un outil légendaire, car c'est ce qui paralyse l'esprit et détourne le corps du véritable sujet. C'est d'ailleurs à la fois le moyen et la fin d'un criminel ou d'un semeur de haine. En l'espèce, le véritable sujet, ça n'est pas ce fichu carnet qui n'est rien d'autre qu'un prétexte odieux et malhonnête. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas juste en inscrivant son nom sur un parchemin. C'est une ineptie, mais enfin, réfléchissez comment Macron serait-il encore en vie. Expliquez-moi, Madame l'avocate, expliquez-vous, expliquez aux Français comment cela est-il possible, vous qui défendez l'existence de ce Death Note et qui prétendez représenter une déesse de la mort, je crois. Non, le véritable sujet, c'est la détestation et la violence envers la moitié de la population qui gangrène notre société depuis plusieurs années et contre laquelle il faut agir dès maintenant, sans ne jamais reculer ou baisser les yeux. Maître Ginestière, vous me faites de la peine. Vous me faites de la peine parce que, voyez-vous, vous êtes potentiellement la prochaine victime de cette haine envers les hommes. Votre client est un révolutionnaire qui déteste les hommes parce qu'ils sont des hommes alors que lui-même est un homme. Maître Ginestière, vous faites partie dorénavant d'une espèce en voie d'extinction et vous êtes aux côtés du braconnier qui cherche à vous agoniser. Mesdames et messieurs du tribunal, je sais, nous savons tous ici que votre mission est particulièrement difficile. Le doute dans vos crânes réside et la crainte étouffe plus que jamais votre sagesse. Mais vous, mesdames et messieurs du tribunal, vous ne devez céder, vous ne pouvez céder devant l'effroi, l'affolement, le chaos. Vous n'êtes pas des médiums ou des exorcistes, vous êtes des dépositaires de l'autorité publique, étatique. Et n'oubliez pas que dans ce pays, quand quelqu'un défie l'autorité, on ne le laisse pas la salir, on ne le laisse pas la casser, mais on lui apprend à la respecter. La preuve matérielle que nous avons est l'existence d'un carnet. Rien d'autre. Personne à ce jour ne peut affirmer qu'il a une nature particulière, parce que personne ne veut oser y écrire son nom pour prouver au monde entier qu'il ne se passera rien, de peur que cela soit fatal. C'est lâcher grotesque. Alors je tiens à le dire solennellement, moi, j'accepte que l'on y inscrive mon nom, et je prouverai devant ma patrie et devant le Tout-Puissant que tout cela n'est que du flanc de misandres enragés qui inquiètent les Français pour mieux régner, qu'il n'y a pas de paranormal, mais juste des femmes contre les mâles, se servant du mal pour les éradiquer. Le message retrouvé sur ce carnet est, je cite, « Faut-il tuer Patrick Sébastien ?»
Par conséquent, celui-ci a pu juste servir d'intermédiaire, de dialogue entre les deux prévenus, pour discuter des modalités de leur crime sans risquer de se faire entendre. Ce message signifie sans doute que Monsieur Yagamet avait pour projet de tuer ce pauvre Patrick, mais il attendait simplement la confirmation de sa complice avant de passer à l'action. Voyez comment les choses sont simples et voyez comment on essaye de vous les compliquer. Ces morts soudaines sont hélas très incertaines. Maître Ginestière nous dira qu'elles ne sont qu'accidentelles et que destination finale était une prédiction. Moi, je ne crois pas aux coïncidences. Comme l'a dit très justement Gaston Leroux, les coïncidences sont les pires ennemis de la vérité. Si jamais après une enquête, que j'espère meilleure, la culpabilité de M. Yagamet est prouvée concernant le chef de meurtre avec préméditation, je recommanderais 20 ans de réclusion criminelle et pour Madame Ruiquette, 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. Je ne suis pas favorable à la peine maximale, même dans une situation aussi grave. Je pense que nous devons avant tout protéger nos concitoyens, mais nous devons aussi faire en sorte que chacun puisse, quelles que soient les circonstances, avoir une seconde chance, car Monsieur le Président, j'en finirai par là. Il faut, malgré cela, garder foi en l'humain. Maître Nathan Ginestière. Monsieur le Président, chers membres de cette Cour, je représente effectivement les intérêts de Maître Yagamet dans ce dossier, pas par choix, pour des raisons évidentes, ne serait-ce que parce que mon client est étudiant en études de genre, donc vous vous en doutez qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour me payer mes honoraires qui, chacun sait, sont exorbitants. Ne serait-ce aussi que parce que ma mère chrétienne se retournerait dans sa tombe si elle apprenait que je défendais un type qui prétend voir des dieux. Si en plus j'avais su que j'allais être menacé de mort par la procureure, certainement ne serais-je pas venu, madame la procureure, j'ai un carnet pour vous, notez-y mon nom, peut-être que je mourrai. Enfin, le parquet lui-même semble accepter l'idée que son propre dossier soit vide. Je rappellerai que vous vous plaignez d'un manque d'analyse criant. Bon, peut-être faut-il vous rappeler que c'est vous qui les ordonnez. Alors peut-être êtes-vous doué d'un don de voyance, et dans ce cas-là, passez-moi votre numéro, vous pourriez m'intéresser. Toujours est-il qu'on nous parle d'une culpabilité plausible. Effectivement, non, la culpabilité plausible, c'est insuffisant. Le parquet a donc bien raison de recommander cet acquittement. Ce qui est assez amusant, c'est que le parquet requiert en même temps que dans le cas d'une réouverture d'instruction, on puisse condamner à 20 ans, ce qui est une forme de réquisition en avance, ce qui, ma foi, m'étonne fortement. Mais bon, on n'est plus au bout de nos surprises dans ce dossier, vous me direz. Donc pourquoi pas. La seule chose qu'on apprend dans ce dossier, c'est que dans la brigade criminelle du 5e arrondissement, je pense qu'on pioche allègrement dans les saisies de stupéfiants qu'on réalise dans les dossiers pour s'en mettre une derrière la cravate pendant les salles de pause. Mais bon, je vous renvoie à votre commission disciplinaire sur ce point. Nous y reviendrons. Appelez-moi. Je vous défendrai. Alors voilà, Monsieur le Président, chers membres de cette Cour, on peut se moquer de l'enquête. On peut qualifier les faits de fantasmagoriques, comme le dit mon client, sauf que même si l'acquittement vous a été requis, vous n'êtes pas obligé de le prononcer. Alors j'ajoute ma voix à celle du parquet, ça n'est pas souvent, j'en profite, pour vous rappeler qu'on a requis par avance 20 ans contre un gamin de 20 ans. C'est la durée de son existence. Pourquoi? Monsieur le Président, cher membre de cette Cour, parce que mon client est profondément stupide. Et je vous livre là ma conviction la plus profonde. Monsieur le Président, ne riez pas, ça ne me fait pas rire. Je vous le disais, mon client est bête. Parce que voici que celui-ci écrit un blog sur lequel il écrit « Faut-il tuer Patrick Sébastien ?» comme si le sexisme méritait la mort, jeune imbécile. Ce client est bête parce qu'il a décidé de prendre un petit carnet noir qu'il a appelé ironiquement Death Note et d'y inscrire dedans le nom de défunt. Mais ma conviction profonde, Monsieur le Président, c'est manifestement la conviction du parquet également, c'est que ces noms, ils ont été écrits après. Parce que voyez-vous, moi je pense que cet imbécile-là, étudiant en études de genre, engagé comme il n'y a pas dans le combat de l'égalité homme-femme, voulait garder une trace de la mort de ces êtres-là, qu'il considère comme méritant la mort. Je pense qu'il voulait garder une trace de ce qu'il voit comme une justice divine. Comme si la justice passait par là, pauvre imbécile. Un imbécile galvanisé par le combat social qu'il porte, combat social bien noble, mais qu'il porte bien mal. Alors il a décidé de le porter comme cela, en gardant en mémoire les noms de ceux qui ont payé de leur vie leur misogynie.
Mais monsieur le Président, cher membre de cette Cour, ça n'a jamais été la même chose que de souhaiter la mort et de la donner. Se satisfaire même de la mort, ça n'est toujours pas la donner. Monsieur le Président, cher membre de la Cour, je vous demande aujourd'hui de reconnaître un droit à la bêtise. Je vous demande de reconnaître le droit d'être jeune, de ne pas comprendre, le droit d'être fou car galvanisé par les combats sociaux qu'on veut porter. Je vous demande le droit de ne pas comprendre qu'il y a dans la mort de ces êtres bien plus graves que les propos qu'ils ont pu tenir. Monsieur le Président, cher membre de la Cour, je me tourne vers vous pour que vous reconnaissiez le droit de ce gamin à être jeune et bête. Je vous demande de ne surtout pas tirer de conclusions hâtives parce que vous retrouvez dans le local d'un gamin un carnet noir avec quelques noms de défunts. Vous ne pouvez pas vous contenter de 6 lignes écrites de la main du plus honnête des hommes pour trouver de quoi les faire pendre. Je vous en supplie, ne vous contentez pas de 6 lignes. Pour conclure ce procès, j'appelle l'avocate de Madame Riouquette, Maître Adèle Guignard. Ma cliente n'est ni très jeune, ni très jolie, mais derrière cette architecture faciale peu engageante se cache un grand cœur, un amour inconditionnel pour les pommes et la justice. Elle se présente d'elle-même comme déesse de la mort et gourou d'une secte, donnant des cours du soir sur sa pensée très personnelle du féminisme. Elle est âgée, se dit immortelle, et ça se voit, misandre, amateur de calligraphie, et elle soutient la disparition d'une grande partie de la population des hommes blancs hétéros d'ici 2050. Je ne vous demande pas d'apprécier ma cliente, ni même d'approuver sa vision quelque peu particulière de la justice. Je vous demande seulement d'essayer de la comprendre. Elle vous semble dangereusement débile, elle est psychologiquement fragile, pour 2 raisons. Elle est victime d'un choc traumatique prolongé, et nous y reviendrons, mais aussi parce que l'éternité, c'est long. Elle est victime de la déficience intellectuelle due à sa vieillesse interminable. En l'espèce, je traduis, vous vous en prenez à une grand-mère sénile. Une déesse immortelle et donc vieillissante, une mamie gâteau cocue depuis des siècles qui s'est résolue à rendre la justice elle-même pour celle que notre justice laisse encore de côté. Et finalement, une mamie qui, à force de diffusion de ses idées, n'est jamais passée à l'action concrète. J'en viens au premier chef d'accusation. Elle fait l'apologie du terrorisme. Mais bien évidemment, ma cliente est gourou d'une secte ou chef d'une réunion Tupperware, de son âge peu importe, mais c'est parfaitement normal. Il lui faut juste un auditoire. Un dieu est immortel tant qu'il a des fidèles pour croire en lui. Exprimer des idées, ce n'est pas un danger en soi, c'est ce qui permet à ma cliente de voir des gens. Quelqu'un se présente comme une déesse et veut tuer des gens en les écrasant sous les livres de Beauvoir, et ben c'est son droit, c'est sa liberté d'expression. Le plus dangereux, ce n'est pas le fou, mais celui qui le suit. Faire l'apologie du terrorisme ne fait pas d'elle une terroriste. Finalement, elle ne fait qu'exprimer sa pensée en distribuant des parts de gâteau aux pommes et en laissant des petits goodies avec crayons et carnets à disposition. Une mamie gâteau qui exprime sa pensée violente, mais surtout déclinante, rien de plus. Ce qui m'amène à notre deuxième chef d'accusation, le trafic d'armes. Ma cliente reconnaît complètement l'existence du carnet. Elle admet connaître son fonctionnement. Mais, comme nous le répétons depuis un moment déjà, elle a quelques millénaires derrière elle, notre petite mamie. Et par conséquent, elle l'oublie ou elle pose ses affaires. Le carnet en question a dû glisser par mégarde un soir dans la pile et donner en main propre à une personne suffisamment crédule pour venir écouter ses histoires. Ma cliente a des pertes de mémoire, ne voit plus grand-chose, il n'y a aucun acte volontaire là-dedans. Mais puisqu'a priori le carnet s'est retrouvé dans les mains de quelqu'un qui partageait les mêmes convictions qu'elle, il est évident que cela aboutit à une réalisation concrète de l'idéologie hallucinée de ma cliente. Mais elle n'y est pour rien. Elle estime d'ailleurs que cet usage du carnet est plutôt une bonne idée. Et elle regrette aussi de ne pas y avoir pensé plus tôt pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Ma cliente n'a commis aucun acte. Elle a passé des années à vouloir se venger et à venger les femmes de la misogynie ravageuse de notre société, mais à part le dire, elle n'a rien fait. Elle avait le carnet sous la main depuis le départ, elle n'a même pas pensé à s'en servir. Je demande l'acquittement.
L'important dans cette histoire, ce n'est pas le rôle de la déesse de la mort, mais le rôle de ce carnet, distribuant la mort. Il est l'instrument à l'origine de ce procès. Mal utilisé, il distribue arbitrairement la mort. Détruisons-le, afin qu'il ne devienne pas la pomme de la discorde des autres procès à venir. Cher public, la Cour, vous-même, avez statué sur cette affaire dont le suspense est insoutenable. Alors que l'accusation a demandé la relaxe, l'acquittement plus précisément, quelle a été la décision du jury? A-t-il suivi ses réquisitions ou s'est-il mué en justicier caché? Eh bien, à une quasi-unanimité, les accusés sont relaxés. La Cour appelle maintenant l'affaire numéro 3, plaidée par l'équipe de Boris Calvaggio. Le jury est aujourd'hui réuni non pas pour statuer sur la culpabilité de messieurs Joker et Gollum, mais bien sur leur capacité à être jugés et sur leur folie. Meurtre, acte de torture et de barbarie, incendie volontaire, le Joker assume tout. Si la vidéosurveillance de Gotham City et le témoignage d'un homme déguisé en chauve-souris avec un costume en lycra ont permis de prouver de nombreux crimes, son attitude est étrange. Questionné sur ses origines, il explique tantôt être tombé dans une cuve d'acide, tantôt être un humoriste raté en guerre contre la société. Sur ses actes, il ne les nie pas, mais pire, il revendique d'autres crimes qu'il n'a même pas commis. Alors qu'une première expertise a estimé que son discernement était complètement aboli, un autre a estimé qu'il était conscient de ses actes. En témoigne l'équipe d'hommes de main qu'il a embauchée pour l'aider à terroriser la ville. Cependant, ce second psychiatre note une tendance à l'impulsivité et à la paranoïa, comme le démontre le fait d'avoir jeté du haut d'un pont son homme de main le plus précieux parce qu'il avait réparé la patte d'une chauve-souris. Sméagol, quant à lui, est un hobbit comme les autres, craintif, sédentaire et peu curieux. Rien ne laisse penser que ce jeune homme puisse sombrer dans la haute criminalité. Et pourtant, Sméagol, devenu Gollum, a tué, violenté, volé pour protéger son précieux. C'est Gollum qui explique lui-même que c'est cet anneau qui le transforme et qu'il n'a jamais conscience de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Alors que les psychiatres de la comté lui ont diagnostiqué une schizophrénie aiguë. Le juge d'instruction, lui, a estimé que le fait que Gollum ait pu retirer son anneau aurait dû lui permettre de s'en rendre compte qu'il ne pouvait pas être totalement fou. S'il n'avait pas conscience de ses actes avec l'anneau, il avait conscience de le porter et des risques qu'il causait à autrui. Alors, responsable, coupable, fou ou meurtrier, c'est au jury de décider. Chère accusation, mesdames et messieurs de la défense, le procès est ouvert et j'appelle d'ores et déjà monsieur l'avocat général Salif Kouyaté. Qui est la prochaine cible? Qui sera la prochaine victime? Moi? Toi? Vous? Le public ici présent? Ou, qui sait, si ça ne sera pas ces avocats qui les défendent? En tout cas, une chose est claire, nous sommes en guerre. Nos vies sont toutes menacées tant que ces criminels seront dans la nature. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour rendre justice dans une affaire hors du commun. Une affaire qui transcende les limites et nous plonge dans la profondeur de la folie et de la malveillance. Nous sommes confrontés à deux individus, que j'appelle d'ailleurs des monstres, qui sont le Joker et Gollum, dont les actes ont sémé la terreur et le chaos dans notre société, laissant derrière eux des sillages de destruction et de désespoir. Et nous devons rendre justice aux victimes en les tenant responsables de leurs actions abominables. D'ailleurs, comment se fait-il qu'à cette audience, des personnes aussi estimables à l'une et l'autre que Madame Capucine et M. Baptiste, qui d'ailleurs je prenais pour des acteurs clés dans la sauvegarde de notre justice et la protection
de notre société viennent nous souligner l'irresponsabilité de ces deux monstres qui ont massacré, terrorisé toutes les populations d'une ville. Pour eux, je suis fou, j'ai le droit, je peux tuer. Vous avez d'un côté le Joker, ce sinistre génie de crime, connu pour ses actes de violence insensés et sa volonté de s'aimer le chaos pur et simple. À maintes reprises, il a terrorisé notre ville, orchestrant des crimes obscurs, des actions imprévisibles. Mais une chose est claire, il représente une menace pour l'ordre et la sécurité de notre société. Et puis il y a Gollum, de l'autre côté, une créature torturée par sa propre avidité et sa soif du pouvoir, possédée par l'anneau maléfique. Il a cédé à ses instincts les plus sombres, commettant des actes de trahison et de meurtre pour satisfaire sa propre obsession. Sa dualité intérieure entre Sméagol et Gollum en fait un être complexe. Mais cela ne change pas le fait qu'il a choisi le chemin de la destruction et de la corruption. Ma tâche ici consiste humblement à honorer la mémoire de toutes ces personnes aujourd'hui sous terre, victimes de la barbarie de ces deux accusés, en les rendant justice. Oui, ces personnes qui n'ont rien demandé, mais à qui on a arraché la vie, leur avenir et tout ce qu'ils avaient dû préparer pendant des années. Mais aujourd'hui, dans ce tabernacle, c'est l'occasion de rassurer tous ces gens ici présents, ainsi que tous les autres restes des citoyens qui vivent dans la peur. Ce soir, c'est l'occasion de débarrasser notre société de tous ces criminels. Oui, l'occasion pour nous, mesdames et messieurs, de la Cour, de prouver qu'on a une justice à laquelle on peut compter. Vous tous ici présents, soyez rassurés. En tant que votre nouveau procureur, je ferai tout, quitte à laisser ma vie, pour vous débarrasser de ces criminels, de ces délinquants qui s'inventent des fausses excuses et des fausses maladies. Tous ces criminels seront à leur place, qu'est la prison. Et je terminerai par rendre un vibrant hommage à toutes ces victimes de ces barbaries, en sacrifiant le reste du temps de ma plaidoirie en leur mémoire. Que justice soit faite. Je vous remercie. J'appelle, pour répondre aux réquisitions de l'avocat général, l'avocate de Monsieur Joker, maître Capucine Petit-Jean-Boré. Jack Oswald White, Martha Wayne, Arthur Fleck, Jack Napier. Que d'histoire et pourtant une seule identité, le Joker. Le Joker, la seule carte qui n'appartient à aucune catégorie. Pas de couleur, pas de valeur. Un fou destiné à amuser la galerie, à nous faire rire quoi qu'il en coûte, quitte à sacrifier sa santé mentale. Un personnage qui n'est pas libre, un personnage seul. C'est l'étiquette que la société a décidé de coller à mon client. Profiter des faibles pour les rendre fous, les ostraciser encore plus, puis quand ils deviennent dangereux, quand leur folie les rattrape, les abandonner, les punir. La société crée des fous et leur demande ensuite de tout assumer. Il y a un mois, assise à un café comme beaucoup d'entre nous, je lisais le Gotham Times et un minuscule article a attiré mon attention. Recherche d'avocat pour le plus grand méchant de Gotham City. Un titre qui pourrait faire la une. Pourtant, il ne s'agissait que d'une petite ligne ridicule, comme si on en avait honte. Je me suis donc rendue un mercredi matin au centre de détention de Gotham City, à la recherche de ce grand méchant, mon prochain client, le Joker. Je devais lui parler, lui poser 1000 questions que j'avais préparées. Mais rien. Nous ne nous sommes rien dit. Il a scanné toute mon âme pendant des heures et des heures. Et j'ai tenté de scanner la sienne.
mais rien. L'âme de mon client ne contient rien, simplement de la folie. Je suis repartie les yeux remplis d'étoiles. Ça n'allait pas être mon premier client, mais il serait l'apogée, le sommet de ma carrière, peut-être même sa fin. Alors, tous les jours, je suis retournée au centre des tensions pour tenter de parler à mon client. Mais chaque fois, sa présence, sa folie, sa passion, son sadisme m'ont empêché de lui parler. Lui, il rigolait. Quand il rigolait, j'avais peur de lui. Peur de sa folie, sans limite. Alors, j'ai consulté les plus grands psychologues, psychanalystes et autres experts de Gotham pour comprendre, pour en savoir plus. Mais tous ceux qui l'avaient approché étaient devenus fous. Une femme, Madame Queen, en avait d'ailleurs perdu tout esprit. Mais le constat restait clair, il était fou, sadique, psychopathe. Il était malade. Un individu malade, qui ne sait même plus qui il est. Il n'a aucune notion de la vie normale. Quand il ne commet pas des crimes, il rigole. Je suis sûre qu'il ne réalise même pas ce procès. Il ne réalise rien. Il n'est pas responsable. On requiert la réclusion criminelle à perpétuité contre mon client. Parce que c'est la procédure, parce que tel article l'a dit, parce qu'un livre rouge ou bleu le dicte, parce que les hommes ont un jour décidé que ce serait ainsi. Au nom d'une bien-pensance, de punition, de répression, de rédemption, de réhabilitation, sans même se demander si cela allait avoir un effet quelconque sur mon client. Le Joker, sa folie, il ne mérite pas d'être un dossier bâclé, il ne mérite pas un minuscule article, il mérite la une, il ne mérite pas un avocat qui bâcle le dossier, il mérite qu'on les admire, qu'on les comprenne, qu'on les soigne. Il est fou qu'il aille en hôpital psychiatrique, mais pas en prison. Pas en prison. Mon client ne réalise pas la moitié des actes qu'il a commis tant c'est son quotidien. Et vous osez demander une peine? Mais êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas qu'un tel individu va au-delà des normes existantes? Ne voyez-vous pas qu'il est irresponsable? Hier, je suis retournée voir le Joker. Et j'ai scanné son âme comme au premier jour. J'y ai vu sa folie, oui. Sa folie sans limite. Mais j'y ai surtout vu du vide. Ce vide que j'avais sous-estimé la première fois. Il traduit une solitude, un manque de bon sens. Il représente son abandon par la société. Un cas désespéré que personne ne veut traiter. Mon salut, le Joker. J'appelle pour clore ce beau débat à la défense de Gollum, maître Baptiste Catert. Mesdames et messieurs de la cour, mesdames, messieurs, j'ai passé une drôle de nuit blanche à retourner encore et encore dans tous les sens la question. J'ai suivi mon client pendant des années et aujourd'hui, je ne dispose que de quelques minutes pour vous livrer, dans sa complexité, une vie de 579 ans. J'espère que ce déséquilibre temporel sera la seule injustice qui sera acceptée en ces lieux aujourd'hui. J'ai mal dormi, car à y réfléchir, la question n'a pas de réponse. Si j'avais su ce qui se passe aujourd'hui, j'aurais beaucoup mieux dormi, la question vous a été mal posée. Folie ou inhumanité? Mais être inhumain, n'est-ce pas la pire des folies qui puissent vous arriver? Alors, il vous faudra comprendre mon client. Et comprendre mon client, c'est comprendre qu'un jeune homme, passé l'âge de ses 20 ans, las de rentrer le soir à pas d'heure, un petit peu éméché et en compagnie toujours différente, finit par se raisonner et faire le choix du mariage. C'est comprendre ce jeune homme, au papillon dans le ventre, qui s'enferme alors dans l'anneau, qui finira par l'éloigner de sa famille et de son meilleur ami,
D'abord pour vivre transi d'un amour brûlant qui lui donne tout pouvoir, puis une fois la bague au doigt, comme nous tous, se sentir tout à coup invisible. C'est ensuite déménager dans un appart mal rangé à Siriton-Gol dans le Mordor, emplacement spécialement choisi pour vivre loin de belle-maman. C'est voir ce jeune homme vieillissant, peu à peu, obsédé par son union, obéir à tous les caprices de l'autre, sortir faire les courses et se répartir les tâches ménagères, jusqu'à devenir l'esclave de l'anneau qu'il porte au doigt. Je crois que nous sommes tous capables d'un tel effort de compréhension, surtout nous, messieurs. Remarquez que plutôt, j'ai dit Sméagol, et que le ministère public vient de requérir, lui, contre Gollum. Je ne me suis pas trompé de salle, je vous rassure, c'est simplement que le ministère public a succombé à la complexité de mon client. Mon client, ce n'est pas Gollum, c'est Sméagol. Il n'est pas, monsieur le président, je me permets de vous rectifier, devenu Gollum. Il est en train de perdre le bras de fer, et vous l'y aidez. Celui que nous jugeons aujourd'hui, celui qui souffre, c'est Sméagol. Et la pauvre créature a tellement de peu de place pour son être, au sein de son propre corps, que même le ministère public a vu le parasite plus gros que l'hôte qui l'accueille. Ne faites pas cette erreur. Entre nous, il nous est déjà arrivé, au moins une fois, de nous sentir si mal dans notre corps, tellement à l'étroit, au contact de cette pensée que nous sommes enfermés dans ce corps de chair. Cette pensée que nous sommes au fond qu'un cerveau aux commandes d'un automate. Vous connaissez cette douleur de l'existence, n'est-ce pas? La réalisation que vous êtes de la matière enfermée et que vos yeux, par exemple, ne pourront jamais se regarder eux-mêmes. Mais au moins vous tirez les ficelles de l'automate. Pour lui, c'est pire encore. Pour mon client, c'est une vie de plusieurs siècles. À être un observateur conscient de lui-même, coincé dans l'automate qui lui appartenait. Il est forcé de seulement s'entendre parler dans sa tête et d'écouter cet autre, Gollum. Et malgré ce fait, et un rapport d'expertise diagnostiquant schizophrénie et troubles dissociatifs causés par le port de l'anneau, le ministère public considère cette créature, qu'il reconnaît lui-même habitée d'une dualité, saine d'esprit. Non, mon client n'est pas responsable, il est brisé. Et le mot est faible. Il est faible lui-même. Il est dangereux, c'est vrai. Mais le message des hommes à son égard ne doit pas être la punition. Ce doit être la gratitude. Protéger la société? Oui, monsieur l'avocat général, mais ce faisant, protégeons également ses cellules. C'est pourquoi je demande à la Cour de rendre un arrêt d'irresponsabilité et de statuer sur des mesures de soins qu'il suit déjà. Mais l'heure n'est plus à la punition, l'heure est à la délivrance. En cet homme, il y a eu 1000 guerres, en 1000 lieux, 1000 vies brisées, des milliers d'années de terreur, de souffrance et de tout ce qu'il y a de pire en l'homme. Je vous implore à tous, chers jurés, de lui montrer qu'en vous, il reste le meilleur. Le jury s'est prononcé. Je demanderai à l'accusation et à la défense de se lever. En ce qui concerne le procès de Monsieur Joker, dans une décision qui n'a pas été unanime, le Joker est reconnu irresponsable pénalement. Quant à l'accusation de Monsieur Gollum, la décision a été cette fois-ci un peu plus évidente pour le jury, mon respect du délibéré étant proportionnellement inverse à l'épaisseur capillaire de Monsieur Calvadjian, et de la mienne. Monsieur Gollum est déclaré irresponsable pénalement. Cher public, cher coach, l'heure du procès est terminée puisque la sanction maintenant, ou la félicitation, sera la vôtre. Il est temps pour vous de décider qui de chaque équipe
va accéder à la finale de l'orateur la semaine prochaine, ici, en salle du Conseil du Centre Panthéon. C'est extrêmement difficile pour nous de vous coacher et ensuite de vous éliminer. Hein, c'est vraiment c'est une torture quotidienne que nous vivons avec Roxane et Boris. Voilà, donc je vous félicite tous. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on se côtoie. Je vous ai vu tout petit. Vous êtes maintenant passé à la préadolescence et j'espère un jour vous voir arriver à l'âge adulte, c'est-à-dire dans 1 semaine. On vous en demande quand même beaucoup. La semaine dernière, Esteban, tu n'étais pas dans l'équipe, mais lors du débat parlementaire, tu as été absolument redoutable. Les filles, vous étiez un peu plus conventionnelles, un peu plus retenues. Vous n'avez pas osé sortir ce que j'ai vu dès le début, la première fois que je vous ai vu, en fait, et c'est pour ça que je vous ai sélectionné. J'ai vu quelque chose. Et ce soir-là, vous me l'avez donné. Iliana, d'abord. Je t'ai trouvé incroyable parce que je reviens encore 4 jours avant, parce qu'ils ont 3-4 jours pour faire ce sujet. Aujourd'hui, elle a parlé 10 minutes. C'est toi qui avais en fait le plus de difficultés dans cet exercice, puisque tu devais parler plus, donc nécessairement tu prends plus de risques. Tu t'exposes plus. Et tu t'es très bien exposé. Esteban, écoute, pareil, t'as été drôle, il y avait de l'humour, il y a du sarcasme, tu m'as dragué, très bien d'ailleurs. Je dois le dire qu'il m'a bien dragué quand même. Mais t'as plaidé le rêve. Il y avait des moments touchants. En fait, t'as réussi dans ta manière de faire à trouver un équilibre entre l'humour et en même temps toucher et émouvoir. Et c'est difficile à faire ça. Donc bravo pour ça, je te félicite. Elissa, tu es celle qui est sortie le plus de ta zone de confort, parce que je lui ai demandé déjà d'écrire son texte sur un papier, ça elle ne le fait pas, elle est souvent en impro, et aussi parce que je sais que tu es sortie un petit peu de ton style, dans le sens où tu as poussé et t'es allée dans l'absurde, une zone qui n'était pas forcément très confortable pour toi. Je vous ai trouvé incroyable. Et vous m'avez rendue fière. Mais je dois choisir. Alors je vais le faire. Mon choix s'arrêtera sur celui, celui. Ouais, c'est j'adore. J'adore ces moments. Qui a plaidé que le rêve n'était pas un crime. Esteban, tu seras mon finaliste. Alors mes enfants, vous m'avez mis un vent capillaire ce soir. Je sais à présent ce que je vais faire demain, consulter l'une de ces cliniques turques du cheveu. Je suis très fier de vous. Vous avez les 3 beaucoup d'aura. Quand vous vous installez, on vous regarde, on vous écoute. J'étais captivé par vous 3. Salif, quand le premier tour est arrivé, quand je t'ai vu arriver, quand tu t'es comme ça mis devant nous, tu nous as illuminés. Sincèrement, voilà, tu as cette chose très précieuse qui est la présence. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'on t'écoute. Nous sommes en guerre. J'aurais été l'avocat. Je me serais hérissé en entendant une chose pareille contre mon client. Capucine, ton énergie est incroyable. Tu es pleine de vie, pleine d'envie, pleine de détermination, et ça, c'est une des grandes qualités de l'avocat. Il te faudra tout cela pour mener à bien des combats bien difficiles. Cette énergie, cette fougue, cette envie, cette joie, garde-la, conserve-la. Baptiste, tu as toi aussi cette capacité de tirer l'attention vers toi en quelques secondes. Il suffit que tu ouvres la bouche, 3 mots, 4 mots, et puis ça y est, toute la salle t'écoute. Ce que j'ai remarqué là ce soir, c'est que tu as énormément progressé, mais j'ai envie de dire en quelques heures. Il faut savoir que Baptiste est venu me voir ce matin.
Puis là, je comprends pas ce qui s'est passé entre ce matin et ce soir. Il y a eu la foudre qui a frappé sur toi et bam! Voilà. Et cette capacité d'évolution en un temps très rapide, record, m'a touché ce soir particulièrement. Et c'est pour cette raison que j'emmène Baptiste avec moi en finale. Ces règles sont iniques, évidemment. Il faut que je coupe 2 têtes. Elles sont d'une méchanceté rare et elles sortent forcément d'un cerveau malade. Le cerveau de Matteo Moro. Garance, bravo. Mais c'est ce qu'on a vu et c'est ce que je t'avais dit. Et je t'avais dit, peut-être ça va pas te plaire, voilà, mais je te l'avais dit au premier tour et je te le redis. Je t'avais dit, toi, t'es vraiment le bulldozer. Peu importe, plaire, pas plaire, tu prends l'autoroute, t'y vas et puis tu t'arrêtes pas. Ça heurte pas, c'est la même chose pour toi. Tu défends ton idée et t'y vas à 100% et c'est quand même une qualité incroyable pour un avocat. Nathan, il y a quelque chose d'indéniable chez toi, c'est évidemment que tu as une aisance, tu es un orateur. Je ne sais pas si c'est né ou pas, je ne sais pas si tu l'as acquis, je ne sais pas si c'est un talent, voilà, mais tu es un orateur, tout le monde le dira dans cette salle, tu réponds instantanément. Je t'avais dit, comme tu étais le premier à prendre la parole et que tu devais répondre à l'avocate générale, je t'avais dit, si toi tu as besoin de plus de temps, tu peux dire je prends 2 minutes et j'écris. Ben non, tu n'as même pas pris ces 2 minutes, c'est-à-dire que toi tu te lèves et tout de suite tu es en capacité de répondre. C'est une vraie capacité que tout le monde n'a pas, que je pense ne pas avoir. Le défaut, c'est, je pense que tu peux plus élaborer. Je pense que tu peux plus étayer tes discours. Je pense que tu peux plus finalement être scolaire. Adèle, tu as cette écriture qui était là en premier, en deuxième, en troisième. Je pense que tu es l'une des candidates, et je prêche évidemment pour ma paroisse, mais de tout ce qu'on a vu, qui écrit, qui a une finesse dans l'écriture. Ton défaut, et ce soir, ça se voyait particulièrement, c'est sur la forme. Il faut y aller. Il faut y aller, mais je veux dire, le curseur d'Adèle, il est là, alors je sais qu'il peut être là, le curseur d'Adèle. Donc ça, c'est pas possible. Tu peux pas me faire un truc là. Je suis hypersensible, donc là, je vais chialer. Ce soir, je décide d'emmener la personne avec moi en finale. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou le meilleur orateur des 3, mais je pense que c'est la personne à qui je peux apporter le plus, à qui je sens qu'elle peut exploser. Donc, ce sera Adèle que j'emmène avec moi. Chers téléspectateurs, après des joutes impressionnantes, des procès virevoltants, des condamnations et des acquittements, nous connaissons les 3 finalistes de l'orateur. Qui remportera ce trophée tant désiré? Est-ce qu'Esteban réussira l'impossible en partant du repêchage jusqu'au triomphe? Est-ce que le virtuose Baptiste réussira à envoûter le jury? Ou est-ce que la Benjamin de cette finale, Adèle, réussira par son talent et sa jeunesse à convaincre tout un public? La réponse dans quelques jours, avec un jury d'exception, un public nombreux et des discours fantastiques. L'orateur, la demi-finale c'est terminé, et la finale c'est très bientôt. Merci à tous. Avant de conclure définitivement, l'association Révolte-toi Assas remercie ses partenaires dans ce projet, à savoir l'Université Paris-Panthéon-Assas ainsi que la prépa privée du Centre de formation juridique. Si vous souhaitez préparer le CRFPA, l'ENM ou juste votre licence de droit, eh bien le Centre de formation juridique a ce qu'il vous faut. Bénéficiez d'ailleurs de 10% de réduction avec le code RVT 2024, tout est clairement expliqué dans la description. Chers spectateurs, à la semaine prochaine.